Ça me permet de faire la jonction avec Françoise qui est à ma droite, Françoise Chastan, donc, qui est psychiatre, qui termine un doctorat chez nous et qui est à Caen. Et je veux dire à quel point, c'est pour ça que je ne fais pas appel à des gens, venez nous rejoindre, etc., pour faire des études en éthique. On a beaucoup d'étudiants et c'est plutôt difficile de les accueillir. Mais en quoi l'expérience du professionnel enrichit la réflexion éthique, c'est-à-dire la personne qui est sur le terrain, qui est amenée à prendre des responsabilités, à décider, peut poser des questions éthiques auxquelles on n'aurait pas pensé. Je vous incite d'ailleurs à regarder sa contribution dans le livre, qui est tout à fait intéressant. Et notamment, ce qui était intéressant, c'est les suicidants ou les suicidaires par rapport à des questions de cette nature. C'est pour ça que je t'ai demandé d'aborder cette question. Merci Emmanuel de m'avoir convié. Merci à vous. Et je vais avoir donc l'opportunité de parler avec vous d'un sujet qui m'est cher, puisque effectivement je suis psychiatre, mais je suis depuis 25 ans, je suis principalement impliquée dans la prévention du suicide, à un niveau régional, à un niveau national, et c'est un sujet qui m'est cher. Donc effectivement, quand on parle, je dirais, de la vie, de la mort, il y a une vulnérabilité à laquelle nous sommes essentiellement confrontés, c'est la vulnérabilité psychique. On peut difficilement parler, même dans les demandes de fin de vie médicalisées, on peut difficilement dissocier la souffrance physique de la souffrance psychique. Et s'il y a une façon également d'aborder un peu mieux ou un peu plus finement cette vulnérabilité psychique, c'est d'essayer de s'intéresser à ce que peuvent dire nos patients, donc ceux dont je m'occupe principalement, les suicidants, essayer de voir également ce qui peut être dit par rapport à cela lorsqu'il y a des demandes de fin de vie médicalisées, y compris d'un point de vue existentiel ou psychique. J'en veux pour exemple 4 situations que je vais évoquer 2 par 2 auprès de vous, 4 situations de 4 femmes que j'ai suivies personnellement et qui m'ont particulièrement troublée. Les 2 premières concernent 2 jeunes femmes, plus précisément l'une que j'ai suivie jusqu'à la fin de ses jours. Ces 2 personnes se sont toutes les 2 suicidées. Elles étaient, notamment la première, dans des trajectoires suicidaires extrêmement poussées, extrêmement graves, sous-tendues par des souffrances psychiques absolument intolérables. À un point tel que pour cette jeune femme, que je connaissais vraiment très très bien, que j'ai suivie pendant très très longtemps, j'en arrivais par moments, notamment au décours d'une de ces tentatives de suicide grave par défenestration, à parler y compris avec sa famille, que malheureusement ou heureusement je connaissais bien, son père était un de mes collègues, de psychiatrie palliative, pour voir où on en était. C'était un cas bien particulier où nous savons à un moment donné de prise en charge que la mort va arriver, le décès par suicide. La seule chose que l'on ne sait pas, c'est quand, mais que ça va arriver, c'est oui. Et cette jeune femme régulièrement me disait pour quelle raison on ne peut pas médicalement mettre fin à nos jours, alors que l'on peut, au niveau physique, si c'était une douleur physique, alors que mon cancer psychique est beaucoup plus intense et beaucoup plus grave. Elle me disait également, tant que je pourrai parler avec vous de mes idées de mort et de la mort, je serai encore en vie. Il faudra vous inquiéter le jour où je ne pourrai plus en parler. Dans les autres situations, donc une autre situation également, c'était une femme à peu près sur le même profil, mais avec des conduites anorectiques graves. Pour les 2 autres situations, une femme de 70 ans, ancienne enseignante, que j'ai accueillie au niveau des urgences du CHU de Caen au décours d'un premier geste suicidaire. Vous allez me dire, c'est courant, plusieurs fois dans votre journée, oui. Sauf que pour elle, je l'ai accueillie 2 semaines avant qu'elle ne parte en Suisse pour un suicide médicalement assisté. Elle avait fait toutes les démarches auprès de Dignitas. Elle souffre toujours d'ailleurs, d'une maladie de Parkinson grave qui était rebelle à tout traitement et qui limitait son autonomie. 2 semaines avant de partir, elle avait donc fait un dossier à Dignitas et 2 semaines avant de partir, elle a été accueillie au niveau de notre hôpital pour un premier geste suicidaire. La deuxième femme que je peux évoquer également, une prise en charge beaucoup plus récente pendant tout l'été dernier et avec laquelle je demeure en contact même si elle est rentrée chez elle et qu'elle ne peut venir en consultation, est une femme de 67 ans paraplégique, pleine de vie, pleine d'allant, accueillie pour un geste suicidaire également au niveau des urgences.
216 comprimés. Pour vous donner à peu près l'idée de ce que ça fait, 216 comprimés, vous prenez un grand saladier, vous le remplissez, ça fait 216 comprimés à peu près. Elle n'est pas morte. Retrouvée par son assistante de vie chez elle, inconsciente, comme vous pouvez l'imaginer, ça faisait 1 an qu'elle gardait les cachets, inconsciente, avec des lettres d'adieu, mais également un courrier destiné au médecin avec le souhait de ne pas être réanimée. 216 cachets plus tard, sans réanimation, elle n'était pas décédée. Une femme paraplégique depuis l'âge 67 ans, paraplégique depuis l'âge de 18 ans au décours d'un accident de voiture. Elle a été d'une autonomie remarquable pendant toute sa vie, en fauteuil roulant, prenant sa voiture, travaillant, s'occupant des autres, très investie dans sa religion, le catholicisme. Depuis 1 an, son corps qu'elle ne sentait pas, qui était un bon serviteur, disait-elle, lui faisait défaut et lui faisait mal. Son autonomie se réduisait. Pour elle, il n'y avait plus qu'une seule solution, qui était le grand voyage. Vous comprenez bien que de telles situations bouleversent une pratique, d'autant plus en ce moment, car si l'on regarde les termes de la loi, tout ce qui est de l'ordre de la souffrance psychique pure, quand je dis pure, ça veut dire lié à un trouble psychique, on est bien d'accord, n'est pas envisagé, ou alors est envisagé par défaut, parce que rien finalement, quand on regarde bien les termes de la loi, ne pourrait l'empêcher, puisqu'on peut parler aussi de souffrance psychique. Mais rien non plus ne le permet. Est-ce que cela veut dire que la souffrance psychique liée à un trouble psychique est moins digne? Nous, psychiatres, on le sait, que la maladie mentale est moins digne que la maladie physique. Et j'insiste, est moins digne. De même que nous, psychiatres, nous ne sommes pas des gens fréquentables. Donc, voilà, il faut le savoir. Même pour nos enfants, nous ne sommes pas des gens fréquentables. Donc, ça veut dire cela. Ça peut aussi vouloir dire ça. Mais ça peut aussi vouloir dire, à la lumière de ce qui se passe dans d'autres pays pas très éloignés du nôtre, comme la Belgique ou la Suisse, cela veut dire également que les morts médicalisées liées à des demandes existentielles ou psychiques, purement psychiques, sont possibles. J'en veux pour exemple une étude menée par des collègues belges sur 100 demandes de fin de vie médicalisée pour raisons psychiatriques. Sur 100 demandes, la moitié était considérée comme recevable. Bon. Et sur la moitié considérée comme recevable, il y a eu plus de 70% d'euthanasie pour raisons purement psychiatriques. Pour dépression, figurez-vous, dans la moitié des cas. Vous vous rendez compte ce que cela veut dire, une euthanasie pour dépression? Qui, parmi nous, accepterait cela pour quelqu'un de son entourage, pour une pathologie que l'on sait pouvoir soigner dans la plupart des cas? Je ne suis pas bornée, je dis bien dans la plupart des cas. Je sais bien qu'il y a des situations dans lesquelles on va être sur des résistances ou des prises en charge très compliquées. Mais qui, pour une dépression avec des conduites suicidaires, enverrait l'un de ses proches vers une mort médicalisée quand on sait que l'on peut faire quelque chose? C'est comme si vous aviez une fracture de jambe, vous alliez voir le chirurgien et qu'il vous demande de courir le marathon en vous disant que c'est possible. Voilà à peu près le niveau de confusion auquel nous assistons. Donc bien évidemment, quand nous regardons, nous psychiatres, ce qui peut être dit dans ces lois-là et que nous voyons sédation profonde, euthanasie, suicide médicalement assisté, qu'est-ce que nous disons? Qu'il y a une même intention de soulager, un même principe, la dignité, une même conséquence qui est la mort. Bien évidemment. Et qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Ce que l'on peut dire aussi, c'est que pour nous, il y a des arguments. Il y a des arguments de réflexion qui servent des arguments cliniques. C'est-à-dire qu'au cœur du débat, et cela pour nous c'est proche des conduites suicidaires, il y a le désespoir d'une personne. Il y a également l'ambivalence de la personne. Qui vous dit que la personne, et je l'ai entendu, tout le monde l'a dit, et je le répète, qui vous dit que la personne veut mourir? Si vous imaginez qu'au niveau des conduites suicidaires, 100% des personnes veulent mourir dans le sens de finir en fumée ou en poussière, ou alors être 6 pieds sous terre, vous vous trompez, cela ne concerne qu'à peu près 10% des situations. Toutes les autres personnes veulent arrêter de souffrir, faire quelque chose de différent et vivre différemment, mais ne veulent pas mourir au sens physiologique du terme.
dans les demandes de vie médicalisées, il y a avant tout la question du sens par rapport à cela. La question de qu'est-ce qui se passe, et très souvent, c'est un moyen de dire que l'on a besoin d'une écoute et besoin effectivement de parler de la mort, de la souffrance, de la maladie, sous tous ces aspects. Et c'est bien là l'une des particularités de ces conduites, un moyen paradoxal de communication dans une situation où, bien évidemment, il y a de l'impuissance à dire, à faire, à raconter, à se raconter, le tout dans une situation sociétale très difficile, dans laquelle on passe d'une relation duelle médicale à une espèce de triangulation, voire de voire autre pire, c'est-à-dire il y a le patient, son entourage, ok, mais là-dessus vous rajoutez également le législateur, et très sincèrement, il y a des moments où on ne voit pas trop ce qu'il vient faire là-dedans, dans tout ça. Il y a notre éthique professionnelle, c'est-à-dire qu'il nous faut effectivement soigner ce que nous pouvons soigner, et ça, c'est un grand principe, y compris dans les troubles psychiques. Il n'y a pas de liberté dans la dépression, mesdames, messieurs. Il n'y en a pas, ni dans les conduites suicidaires. Il y a un non-choix et un non-liberté. Quand une personne est désespérée et dit qu'elle veut mourir et que c'est son seul choix, je ne vois pas où est le choix. Le choix, c'est quelque chose. C'est hypothèse 1 versus hypothèse 2 ou 3. Mais il y a plusieurs alternatives. Une personne qui est suicidaire ou qui est déprimée n'a pas d'alternative. Et c'est le cœur même de la prévention du suicide. C'est un problème de recherche du sens. Et en cela, cela rejoint les questions d'assistance médicale au suicide. Quand on parle d'autonomie, je ne vois pas où est l'autonomie quand une personne est désespérée. On peut parler de vulnérabilité, mais pas d'autonomie. Parler de vulnérabilité, quelquefois, pour les tenants de l'autonomie, ça fait archaïque parce que ça fait paternaliste. Or, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis psychiatre, et dans ma discipline, quand les gens vont effectivement très très mal, on a une possibilité qui est ce que certains appellent l'internement, ce que nous on appelle l'hospitalisation sous contrainte. Et oui, effectivement, quelquefois on est taclé de tous côtés parce que soi-disant on hospitaliserait de façon abusive dans des services de psychiatrie. Je vous rassure, nous n'hospitalisons pas de façon abusive et nous savons parfaitement que le législateur nous a donné un pouvoir immense et quasiment violent sur d'autres personnes humaines et nous faisons très très attention. Cette violence que nous exerçons, bien malgré nous, le plus souvent, même quasiment toujours, est une violence que nous savons exercer sur quelqu'un d'autre et sur un entourage, et nous faisons très très attention parce que nous savons que nous devons faire attention par rapport à cela. Alors, que vous dire en conclusion ? En conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce sont avant tout des histoires singulières et que, comme l'a dit une personne tout à l'heure, on ne peut pas appliquer une loi générale à des histoires singulières de vie. Tout ce que nous savons également d'un point de vue médical, c'est que dans cette période particulièrement instable, devra se redéfinir une attitude médicale, pour que l'attitude médicale future soit une attitude la plus juste possible dans ces moments instables où il y a manifestement un changement de paradigme et beaucoup de changements dans la position médicale au sein de la société et même dans la relation à l'autre. Ce que je trouve particulièrement juste et particulièrement profond est l'une des réflexions d'Albert Camus, l'un de mes auteurs fétiches, qui dit que, et combien cette réflexion est actuelle, puisque toute action aujourd'hui débouche sur le meurtre, direct ou indirect, nous ne pouvons pas agir avant de savoir si et pourquoi nous devons donner la mort. L'important n'est donc pas de remonter à la racine des choses, mais le monde étant ce qu'il est, de savoir comment s'y conduire. Je vous remercie. Je posais la question si c'était bien L'homme révolté, puisque j'imagine que dès ce soir, vous allez regarder sur Internet. Voilà, c'est donc dans L'homme révolté. Je sais que c'est un des grands classiques, mais tu nous as fait aussi découvrir cette citation de Camus, non, de Char, René Char. Oui,
trouve là parce que je trouve que ça va faire plaisir aux gens. Un immense merci. Et vous avez remarqué que dans nos colloques qui sont sans fin, enfin là encore c'est un colloque restreint au niveau de la journée, alors que quelquefois c'est 3 jours d'université. Vous avez remarqué qu'il y a un crescendo, et plus on va dans la réflexion, plus elle s'enrichit. Alors je vous incite vraiment à rester jusqu'à 18h30. C'est promis, on ne dépassera pas l'horaire. Parce qu'à 18h15, Charles va nous faire, j'imagine, une synthèse, une apothéose où tu reprendras un peu tout ce qui s'est dit, comment le mettre en perspective. Mais pour les gens qui seraient contraints de nous quitter avant 18h30, ça ne vous empêchera pas, si vous souhaitez, vous nous envoyez un email, de rejoindre la dynamique du groupe que Charles coordonne à l'Espace Éthique, Repenser ensemble les soins palliatifs, parce que c'est vraiment de débat et de l'expertise, de la curiosité des uns et des autres qu'on a besoin.